Bonsoir, à la une de cette édition du 20h sur les antennes de la télévision du Monde. Réunion de sécurité à Douala, les conducteurs de motocycles à titre onéreux de la région du littoral doivent se conformer au décret du Premier ministre organisant ce secteur d'activité et doivent éviter toute manipulation politique. C'est en substance le message transmis par Paul Atangandi qui a présidé une réunion de sécurité ce jeudi à Douala. Également en titre, cette fois-ci hors de nos frontières en France, la démission de Laurent Wauquiez de la présidence des Républicains et les nombreuses défections qui s'enchaînent plongent le parti de Nicolas Sarkozy dans la crise, pris en étau entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national. Et puis, en sport, les Lions indomptables du Cameroun ont bouclé leur stage de préparation en Espagne. Alain Djemfa et ses filles rallient Montpellier en France ce jeudi avant la première rencontre de cette Coupe du Monde féminin prévue le 10 juin prochain. Voilà pour le sommaire. Nous ouvrons cette édition de l'information ce soir sur les antennes de la télévision du Monde par cette réunion de sécurité qui a été présidée dans la région du littoral ce jour par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi qui a saisi l'opportunité de cette rencontre avec les plus hautes autorités de la région pour sensibiliser les conducteurs de motocycles à titre onéreux à respecter les prescriptions du Premier ministre et à éviter toute manipulation politique. Les détails avec vous, Frédéric Moutom et Étienne Monté. Il s'est agi pour le ministre de l'administration territoriale et le gouverneur de la région du littoral de faire le point de la situation sécuritaire sous contrôle dans la région du littoral. Nous avons constaté que la région du littoral, c'est une région, elle est calme, sur contrôle, elle est bien tenue. On a dit de rester vigilant parce que les mauvais perdants sont toujours dans la logique de perturber l'ordre public. Donc ils savent ce qu'ils doivent faire pour maintenir l'ordre. Nous sommes dans la logique de l'éducation, la sensibilisation, la pédagogie. Ensuite, on passe à autre chose. S'agissant de la consommation des drogues et autres stupéfiants, Paul Atangandi met en garde les acteurs de la filière et les adeptes de ces produits prohibés. Vous savez que même dans nos écoles aujourd'hui, les lycées, les collèges, on trouve qu'il y a le tramadol et tout. Mais nous avons déjà ciblé, n'est-ce pas, les principaux trafiquants. Parce que vous savez que le tramadol, le tramol, la cocaïne, c'est dangereux pour la santé, c'est dangereux pour l'avenir de nos enfants. Et la plupart de ceux qui font le braquage, le terrorisme et tout ça, ils sont pratiquement contrôlés par ces drogues dures-là. Donc nous avons mis en place une stratégie, d'abord pour neutraliser et arrêter tous ces gens-là qui font ce trafic illicite. Quant au conducteur d'engins à deux roues, invité à un échange avec le patron de l'administration territoriale, il a été question de patriotisme, du strict respect des institutions républicaines, surtout en cette période où le Cameroun traverse une crise sécuritaire à tous les niveaux. Nous leur avons dit de continuer à faire leur travail, mais globalement, ils ont eu une très bonne conduite lors des élections présidentielles. Ils n'ont pas respecté les mots d'ordre irresponsables et nous leur disons qu'ils doivent continuer à travailler avec leurs occupations et de tourner le dos à ceux qui veulent le désordre parce que qui veut le désordre se retrouve inévitablement au pays de si je savais. Donc je ne souhaite pas ça pour eux. Saisissant la balle au bon, les conducteurs d'engins à deux roues, représentés par 44 chefs de camp, ont profité de cette rencontre pour égrener un chapelet de doléances, dont une possible subvention du processus d'obtention du permis de conduire tel que prescrit par le décret du Premier ministre organisant le secteur d'activité. L'autre doléance était justement, il nous avait donné un mot d'ordre pour que nous puissions nous identifier et que nous puissions entrer dans un certain processus de normalisation pour sortir de l'informel et de l'informel pour le formel. Donc les doléances allaient dans ce sens et que le gouvernement pouvait nous accompagner, notamment dans la subvention des permis de conduire. Nous aussi, par rapport à notre activité, s'il était possible que nous ayons aussi des subventions au niveau des permis de conduire. Non à la manipulation de l'opinion publique nationale et internationale, non à la déstabilisation du Cameroun par quelque moyen que ce soit. D'ailleurs, celle-ci ne passera pas par les mototaximens de la ville de Douala. Et oui, à la cohésion sociale et à l'unité nationale, telles sont les assurances des conducteurs d'engins à deux roues. À Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale.
Rappelons à votre suite, Frédéric Moutom et Étienne Monté, que bien avant cette réunion de sécurité dans la région du littoral, le ministre de l'administration territoriale a installé les différents représentants du comité régional de coordination du plan d'assistance humanitaire dans la région du sud-ouest du Cameroun, avec pour principale instruction assignée à ces derniers de bien vouloir recueillir tous les apports en dons des organisations non gouvernementales en faveur des déplacés internes. Jean-Germain Yedna et Pélagie Nongi. À cet instant, vous êtes installés comme les membres du centre de coordination. Je vous félicite et je vous demande de faire du bon travail et d'accorder l'assistance nécessaire à nos partenaires qui sont avec nous et qui veulent dorénavant travailler en respectant nos lois. Je vous remercie. Le centre de coordination du plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les régions dites anglophones du Cameroun, créé par arrêté du Premier ministre, chef du gouvernement, le 22 novembre 2018, dispose désormais d'une représentation régionale dans le sud-ouest, après Bamenda, dans le nord-ouest du pays, en début de semaine, où le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, qui était accompagné du gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique d'Eben-Chofo, a installé officiellement les membres de cette coordination régionale. Le MINAT a effectué le même rituel hier mercredi 5 juin 2019 à Bouya, dans le chef-lieu de la région du sud-ouest, en présence de la crème administrative, avec au premier rang le patron de la région, Bernard Okalia Bilaï. Coordination, c'est quoi? Vous comprenez, il y a un an, le président de la République a créé le plan d'assistance humanitaire d'urgence pour assister les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest victimes des exactions des terroristes. Alors, et vous comprenez que nous avons recensé, comme j'ai souvent dit, environ 152 000 personnes déplacées internes. Nous avons été sur le terrain plusieurs fois, il y a environ 90 104 000 personnes qui ont effectivement reçu l'assistance du chef d'État. Mais nous avons également les partenaires étrangers qui veulent faire partie de ce vaste plan d'action humanitaire mis sur pied par le chef d'État. Alors il était question maintenant d'organiser une coordination afin que qu'il y ait une sorte de la traçabilité des actions menées sur le terrain. Ça veut dire que quand les Nations Unies ou les partenaires ils arrivent, nous devons savoir qu'ils sont partis de Tchiko avec 2 camions de 300 sacs de riz et que ça va arriver à destination à Boya, à Kumba ou à Ekonochichi. Et là, les autorités administratives sont informées. Alors, ou bien nous avons par exemple l'ambulance de Médecins Sans Frontières qui transporte des malades, mais qu'on sache que c'est des malades qui sont transportés. Donc le centre de coordination a pour but de renforcer le partenariat entre l'État et nos partenaires. C'est-à-dire, la transparence est garantie, leur indépendance est assurée, mais personne n'est embarrassé. Au cours de cette cérémonie brève, mais ô combien importante, le ministre de l'administration territoriale a d'abord rappelé les missions qui incombent dorénavant ces hommes, fait le tour du propriétaire de ces locaux qui abritent ce démembrement du centre de coordination du plan d'assistance humanitaire d'urgence, avant de remettre à ses responsables, nouvellement installés dans leurs fonctions, des clés de ce pick-up flambant neuf 4x4 pour faciliter leur déplacement sur le terrain. Parce que vous savez, notre ambition ou l'objectif, ce n'est pas de donner l'aide aux terroristes. Ceux qui sont en brousse doivent quitter la brousse. Et pour le chef d'État, leur a dit déposer les armes, et c'est une porte honorable, et intégrer la communauté à travers le centre DDR. Donc, il est question que l'aide arrive effectivement à ceux qui en ont besoin, donc les populations victimes des atrocités, pas à ceux qui sont en brousse, c'est important. Et c'est un message que je pense que les partenaires auront compris. Ils savent que d'ailleurs ceux qui sont en brousse, c'est des Camerounais, mais ce que nous leur demandons, c'est de suivre les directives du chef d'État, déposer les armes, intégrer la vie normalement. Si vous êtes des blessés, si vous êtes des nécessités, on va vous apporter cette assistance et ça permet une bonne coordination entre nous et les partenaires. Donc à partir d'aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus de flou, tout le monde sait à quoi s'en tenir et maintenant la coordination sera, j'ose espérer, n'est-ce pas, meilleure pour tout le monde. Il s'agit pour ce centre régional du sud-ouest installé à Bouya d'enregistrer des potentiels ONG, organisations non gouvernementales et autres âmes de bonne volonté qui souhaiteraient apporter des aides humanitaires aux déplacés internes de la région du sud-ouest.
Parlons à présent de la lutte contre les salubrités à Douala à travers le lancement d'un nouveau concept baptisé Douala Proxy Clean. L'initiative est de l'édile de la Vise et vise l'enlèvement des ordures des quartiers inaccessibles vers les lieux de dépôt appropriés. Le lancement de ce concept a été effectué dans le 5e arrondissement de la ville de Douala sous le regard de nos reporters Frédéric Boutomé et Étienne Monté. La ville de Douala, capitale économique du Cameroun, a désormais son unité de pré-collecte des ordures ménagères. L'opération qui vise le ramassage des ordures produites par les ménages des zones d'accès difficiles, soit plus de 1000 tonnes par jour sur les 2800 tonnes effectivement produites par Douala, a été lancée sur le terrain ce mardi 4 juin 2019. Nous venons lancer cette activité sur le terrain. Les entreprises sont connues par arrondissement. Chaque entreprise sait ce qu'elle doit faire et nous pensons qu'avec ce traitement de proximité, avec le matériel adapté, vous avez vu, c'est les brouettes, c'est les triporteurs, c'est les pousses, nous allons donc aller chercher les ordures là où les camions des ACAM ne peuvent pas atteindre. La caravane de lancement de cette campagne baptisée Douala Proxy Clean, qui a sillonné les arrondissements continentaux de Douala 1er, 2e, 3e, 4e et 5e, a aussi permis une imprégnation des populations aux techniques de pré-collecte et de tri sélectif des ordures pour une meilleure préservation de l'environnement urbain. Nous pensons donc en associant les maires à un aspect où ils excellent, c'est-à-dire la proximité, ils connaissent bien les coins et recoins de leur... Voilà. En associant les populations, puisqu'il faut que tout le monde le fasse, je crois que l'environnement pourra être plus assaini que maintenant. Et pour accompagner cette action de proximité, du matériel de pré-collecte et de ramassage a été mis à disposition des entreprises en charge de cette œuvre titanesque, aujourd'hui placée sous la supervision des maires des différentes collectivités territoriales décentralisées. La communauté urbaine a délégué cette activité aux maires, dont les maires vont assurer la maîtrise d'ouvrage délégués, qui vont donc suivre ces marchés au quotidien. L'image dégradante des ordures ménagères qui jonchaient les rues et artères de Douala sera peut-être dans les oubliettes dans les jours à venir. Reste à cette campagne Douala Proxy Clean de produire les résultats escomptés. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, c'était le 5 juin dernier sous la thématique pollution dans l'air. Dans cette édition de l'information ce soir, nous revenons sur la pollution au mercure qui a un impact négatif sur le quotient intellectuel des enfants. Reportage. À Douala, métropole économique du Cameroun, plus de 2 millions de personnes sont exposées à une contamination au mercure. Résultat d'une étude amorcée depuis 2013 par des environnementalistes. Le mercure est présent autour de nous et il n'est pas géré de manière rationnelle. Il s'agit pourtant d'une substance qui fait perdre à la ville de Douala 30 millions de dollars chaque année. Cette substance est par ailleurs nocive pour la santé. L'exposition au mercure est à l'origine, selon les spécialistes de la santé, de la baisse du quotient intellectuel chez les enfants et autres nourrissons. Le principal effet de ce métal, c'est sur le système nerveux, c'est-à-dire sur le cerveau de l'être humain, avec notamment une diminution des capacités intellectuelles du sujet qui est exposé au mercure. On peut avoir des troubles de mouvement comme des tremblements, donc des troubles même de l'attention. On peut aussi avoir des troubles visuels. Ça, c'est autant d'effets sur le système nerveux et même des troubles affectifs. Pour rendre les résultats alarmants de cette étude, c'est le 3e arrondissement de la ville de Douala au Cameroun qui a été choisi. Cet arrondissement a la faculté de disposer d'une zone franche qui compte environ 40% des industries du pays. Il a été éprouvé dans notre étude que l'une des sources des expositions de contamination du mercure, c'est par exemple les entreprises. Par exemple, on a les cimenteries, on a les fonderies, on a les entreprises de production de peinture, on a les cabinets dentaires, on a
la gestion des déchets des ménagers ou ISACAM, il n'y a pas de tri à la base, ce qui fait que tous les produits qui contiennent du mercure ajouté se retrouvent dans les ordures et qui parfois sont brûlés à l'air libre et le mercure est libéré. Seulement, même brûlé, affirment les experts, le mercure n'est pas détruit, il change uniquement de forme. Seule alternative pour le pays de Paul Biya, ratifier la convention de Minamata sur le mercure. Question de gérer de manière rationnelle le taux de mercure introduit dans le pays. Il s'agit de manière concrète d'interdire l'utilisation des thermomètres classiques au profit des thermomètres digitaux, tout comme l'usage de certaines ampoules présentées comme économiques et utilisées pour l'éclairage des domiciles et qui très souvent achèvent leur cycle de vie dans des rigoles ou des bacs à ordures. De simples illustrations qui montrent à suffisance l'urgence à agir. Il faut dire qu'en plus de la pollution de l'air, la destruction de quelques écosystèmes a un impact sur l'environnement. C'est le cas des écosystèmes des mangroves, ce puissant stabilisateur des régions côtières qui font face très souvent à l'érosion du sol est désormais menacé de déforestation. Reportage. Elle est facilement identifiable par la présence de ces palutiviers aux racines en forme de chasse qui s'enfoncent dans les vases des limons des estuaires. Elle constitue l'un des 14 biomes terrestres définis par la WWF. Puissant stabilisateur contre certaines zones côtières fragiles et menacées, elle contribue à la résilience écologique des écosystèmes après les cyclones et autres tsunamis. La mangrove du littoral au Cameroun s'ouvre à vous. Dotée d'une architecture végétale et biologique unique, elle est apte à vivre dans des eaux pauvres en oxygène. Cet écosystème des marais a été répertorié dans au moins 123 pays à travers le monde et représente à ce jour 1% des forêts tropicales à travers le monde. Une forêt maritime qui, en plus d'être un stabilisateur pour les zones côtières, est aussi une mine d'or menacée pourtant d'immersion. Selon des environnementalistes, dans la seule ville de Douala, métropole économique du Cameroun, plus de 500 000 stèles de bois sont utilisées chaque année, issues de cet écosystème. Certains servent à la pratique du séchage des poissons. Une surexploitation qui fragilise la forêt maritime. Et pourtant, sur le plan biologique, la mangrove possède une exceptionnelle biodiversité faunique. Près de 80% des poissons comestibles et autres espèces aquatiques y ont élu domicile. Et c'est pour stopper l'effet dévastateur observé dans cet écosystème maritime que le Parlement camerounais a lancé une vaste opération de préservation de la mangrove. Au Cameroun, plus de 50% de cette espèce végétale a déjà été détruite par la seule action de l'homme. Une espèce pourtant protégée. Je suis tellement gêné quand je vois ces gars aller couper la mangrove de la manière anarchique. Ils ont coupé plusieurs troncs d'arbres pour prélever rien que le milieu qui a 4 mètres parce que ça forme ces rondelles. Et les branches ne sont pas prélevées, ils ont abandonné ça là-bas. Eux, ils prennent ça comme un commerce parce qu'ils se disent ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'emploi. Non, ce n'est pas la grande raison. Ainsi, pour traduire cet engagement écologique par les actes, une convention a été signée le 5 juin 2012 entre l'Institut halieutique de Yabassi, issu de l'Université de Douala, et le réseau camerounais de la mangrove. L'objectif de cet accord est de reboiser le bois des singes, situé au quartier Bonapriso, dans le 1er arrondissement de la ville de Douala. L'enjeu écologique reste pourtant très peu connu, et c'est pour donner sans doute une amplification à ce combat que le 26 juin de chaque année, l'on célèbre désormais la Journée internationale pour la conservation de l'écosystème des mangroves. Il faut dire que si rien n'est fait d'ici 30 ans, cette forêt maritime qui occupe les côtes et les deltas des régions tropicales et qui protège sans doute la ville de Douala de toute érosion ou d'éventuels tsunamis disparaîtra. Douala est pratiquement dans l'eau. Et s'il y a un vent, une tempête qui souffle, nous allons tous nous engloutir dans l'eau. Donc, si rien n'est fait, les mesures de répression, la création des activités alternatives à l'intérieur de la mangrove, parce que cette mangrove, il y a des populations qui y habitent, qui sont là naturellement. Et il y a lieu donc de les canaliser, de les cadrer à faire autre chose que de pêcher, que de couper la mangrove. Ensemble d'écosystèmes prolifiques, lieu de rencontre entre la terre et la mer et lieu de refuge de certaines espèces en voie d'extinction, la mangrove dans toute sa magnificence
et sa beauté légendaire mérite d'être protégée par tous les moyens. La question est désormais vitale. Après l'incendie qui a ravagé une bonne partie des unités de production de la Sonara, c'était le 31 mai dernier, une délégation interministérielle conduite par Gaston Ilundu Essomba, le ministre en charge de l'eau et de l'énergie, était dans la ville côtière de Limbe ce jeudi à l'effet d'évaluer le niveau des dégâts sur les lieux du sinistre. Jean-Germain Yedna, Honoré Kouma. La mission interministérielle du gouvernement, coiffée à sa tête par le ministre de l'eau et de l'industrie, Gaston Ilundu Essomba, qu'accompagnaient ses homologues de ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable, et les pierres de ministre des Mines, de l'Industrie et du développement technologique, Gabriel Dodon-Doké, de ministre, directeur du cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, Balungeli Confiance et Bouné, de secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé de la gendarmerie nationale, Galax Yves Landry Etoga, le délégué général à la sûreté nationale, Martin Balgangele, et le conseiller spécial numéro 3 du Premier ministre, chef du gouvernement. Par ailleurs, président du conseil d'administration de la Société nationale de raffinage, qu'accompagnait l'autorité administrative de la région du Sud-Ouest, a d'abord fait le tour du site sinistré, évalué l'ampleur des dégâts après les flammes qui ont duré environ 48 heures avant de remercier toutes les parties prenantes, unités officielles et officieuses, qui ont fait des pieds et des mains pour stopper net la furie des flammes. Vous avez réussi. C'est l'occasion pour moi de remercier au nom du gouvernement tous ses partenaires, à savoir le ministère de la Défense, la SCDP, CODCO, ASECNA, Jean Oblé, certainement. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Ilundu Essomba, à la tête de cette mission interministérielle, après le gigantesque incendie de la Sonara, était porteur d'un message du chef de l'État aux populations riveraines, aux partenaires de cette entreprise, ainsi qu'au personnel de ce fleuron de l'industrie camerounaise. Nous sommes ici aujourd'hui sur très haute directive du président de la République, relayée par les instructions du chef du gouvernement, pour venir porter ce message de reconfort du chef de l'État. Le chef de l'État nous instruit de vous dire que la Sonara n'est pas fermée et que la Sonara ne va pas fermer ses portes. En d'autres termes, le personnel Sonara ne sera pas mis en chômage technique. Même si les pertes se chiffrent à plus de 700 milliards de nos francs CFA, l'entreprise Sonara va continuer à fonctionner normalement. Et ce en attendant sa réhabilitation. Rappelons à votre suite, Jean-Germain Yedna, que cet incendie, suivi d'une déflagration, a causé d'importants dégâts matériels dans les maisons avoisinantes du site de la Sonara. Les voisins de cette entité publique ont désormais des envies, ceux d'une réparation des dégâts causés dans leurs différents domiciles, et l'ont fait savoir au micro de nos reporters Frédéric Moutamé et Honoré Kouma. Le complexe pétrolier de la Sonara, Société nationale de raffinage basée à Limbe, n'est pas la seule victime du grave incendie survenu vendredi dernier et qui a ravagé une bonne partie de ses installations.
Autour de ce complexe pétrolier, plusieurs maisons d'habitation ont également subi l'onde de choc du grave incendie. To be honest, we are not safe. Nobody, even a baby will not tell you that. We are not safe. We are in fears. We don't even know where to pass because we know that it's an oil refinery. Even if we have to leave here and go to town, we will still be affected. So we here in Limbe, we are not safe. Particularly us here just beside the refinery. Vitres brisées, matériel endommagé, bref, plusieurs dégâts matériels enregistrés à la suite de ce grave incendie tout autour du complexe pétrolier de la Sonara. It was a first aid exercise because as soon the incident occurred, all of us we saw this smoke, this dark smoke that was coming out from the plant and was affecting the whole Limbe. Pour les populations, l'incendie de la Sonara, qui a marqué les esprits, n'a pas été sans conséquences pour leur bien. D'ailleurs, à ce jour, ces hommes et femmes résidant tout autour de la Sonara ne savent pas à quel saint se vouer et vers qui se tourner pour obtenir réparation. And particularly people that are living around, they needed to have, first of all, information about what to do to protect their health and to not be breathing an air that can be harmful for them. Ces populations victimes dénoncent toutefois la non prise en charge, encore moins le manque de considération des responsables de la Sonara, encore moins des autorités qui ont multiplié des visites sur le site. It's the reason why we gave out some nose masks and then gave the information about how to afford for those masks. Même si pour l'heure, aucun dommage corporel n'a été enregistré sur ces riverains de la Sonara, ces hommes et femmes restent attentifs pour toute action qui pourrait être initiée par les autorités. Objectif, réparer les dommages subis dans leurs différents domiciles. Rappelons pour sortir de cette actualité autour de la Sonara que le ministre en charge du commerce a rendu public une circulaire le 3 juin dernier qui annonçait que les prix à la pomme resteraient inchangés. Parlons à présent dans le registre de ces faits divers de ce corps, la soixantaine révolue visiblement, qui a été découvert, c'était mercredi dernier, en état de décomposition avancée, identifié comme le corps de Marie Nganfo. C'est précisément dans la ville de Mbouda, dans le département des Bamboutos, que la découverte macabre a été faite par nos reporters Jean-Jamin Yedna et Grostantifo. Parti au champ depuis dimanche dernier, non loin de son lieu de résidence, à Bamesingé, par Bouda, dans le département des Bamboutos. C'est aux premières heures de ce mercredi, 5 juin 2019, que la dépouille de Dame Ngafo Marie, âgée de 60 ans, en état de décomposition très avancée, a été découvert par les proches de sa famille. Elle est au champ en train de travailler. Les gens de la maison. Il n'y avait personne. Même son petit-fils là. Non. On est descendu à Bamenda. Oui. L'alerte a été donnée par l'un de ses enfants, vivant du côté de Bamenda, dans le nord-ouest Cameroun. Ce après avoir essayé à plusieurs reprises de joindre en vain sa génitrice. Informés, des membres de sa famille vont engager des recherches pour enfin retrouver le corps sans vie de cette sexagénaire en état de putréfaction. Hier soir à 20h30, son premier m'a appelé et me dit que ça fait déjà 2 jours qu'on ne trouve pas la maman. Je dis que comme il est en train de pleuvoir, je ne peux pas arriver ici au village la nuit. Bon, je dis que c'est à 5h le matin que je vais sortir, aller regarder. J'arrive maintenant ici le matin. J'ouvre sa porte, je vois sa porte ouverte, j'ouvre, je fouille la maison, je ne vois pas la maman. Avec 3 personnes que je suis venu avec eux, j'ai demandé que comme le champ est un peu grand, il fallait que d'autres gens partent de leur côté, d'autres gens partent de leur côté. Nous descendons de l'autre du côté d'en bas là. C'est mon petit qui vient me dire qu'il a trouvé la maman couchée ici et que les mouches sont déjà entrées dans le lit. Après la descente des autorités, une enquête a été ouverte auprès de la brigade terre de Bouda pour élucider les causes exactes de cet autre décès suspect dans le chef-lieu du département des Bamboutos.
Hors de nos frontières, direction la France, où la démission de Laurent Wauquiez de la présidence des Républicains a plongé le parti de Nicolas Sarkozy dans la crise et les démissions en cascade ne cessent de s'enchaîner. Le parti est désormais pris dans l'étau entre Emmanuel Macron et le Rassemblement nationaliste. Reportage. C'est la dernière défection en date au sein de la droite française. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, quitte à son tour les Républicains. Je crois que nous devons refonder la droite. Elle est menacée d'extinction et il faut se remettre au travail. Mais en femme libre, j'ai décidé de quitter les Républicains. J'ai décidé de quitter les Républicains parce que j'ai acquis la conviction que la refondation de la droite ne pourra pas se faire à l'intérieur et qu'elle doit se faire à l'extérieur du parti. L'ancien grand parti majoritaire de la droite et du centre est en pleine crise après les 8% obtenus par sa liste aux élections européennes. Laurent Wauquiez, son très droitier président, a annoncé sa démission ce dimanche après une débâcle sans précédent. Le parti ne s'est toujours pas remis de la défaite spectaculaire de François Fillon à l'élection présidentielle de 2017. Sans leader naturel, la droite se cherche également une boussole idéologique, prise en étau entre le macronisme libéral et l'extrême droite du Rassemblement national. Plusieurs ténors de droite ont rejoint le gouvernement depuis la nomination d'Édouard Philippe à Matignon, un Premier ministre issu de ses rangs. Marine Le Pen a elle réussi à rallier l'ancien député Thierry Mariani, tandis que Marion Maréchal rêve de réunir sous sa bannière une droite sans frontières. Jean Leonetti, le président par intérim des Républicains, a annoncé ce jeudi que le prochain leader du mouvement serait désigné à l'automne. Il ou elle aura quelques mois pour éclaircir la ligne du parti avant les élections municipales de 2020 qui poseront à nouveau la question des alliances. Dans le cœur des militants, l'ancien président Nicolas Sarkozy occupe toujours la première place. Pas certain pour autant que son renvoi en correctionnel ou sa tentative de retour raté lors de la dernière présidentielle l'incite à vouloir relever le défi. Et puis en sport, pour sortir de cette édition de l'information ce soir sur nos antennes, les Lions indomptables du Cameroun, qualifiés pour la phase finale du Mondial France 2019, ont achevé leur stage de préparation en Espagne et ont mis le cap sur Montpellier ce jeudi. Les Polish d'Alain Djemfa disputeront leur première rencontre. Ce sera jeudi prochain. Zobel Apollinaire nous fait le point des préparations dans cet élément. Tout commence au Cameroun, plus précisément au centre d'excellence de la Confédération africaine de football en Bankomo, où Alain Djemfa et ses filles passent quelques semaines de mise au vert avant leur départ pour la Chine pour prendre part au tournoi de l'amitié. En Chine, les Lions indomptables livrent 2 rencontres, dont la première contre la Croatie et s'imposent sur le score de 2-1. Elles obtiennent ainsi leur ticket qualificatif pour la finale de ce tournoi qui n'a regroupé que 3 nations. En finale, face au pays hôte, la Chine, les Lions s'inclinent 0-1 et terminent 2e du dit tournoi. De retour au pays, elles retrouvent à nouveau le centre d'excellence de la Confédération africaine de football en Bankomo, où elles se préparent pendant près de 2 semaines avant de rallier l'Espagne pour la suite de la mise au vert. En Espagne, les Polish de Alain Djemfa livrent 5 rencontres, dont l'une contre la sélection féminine d'Espagne. 4-0 en faveur de l'Espagne, c'est le score qui sanctionne cette rencontre. Les Lions battent Levante, club de première division de football féminin en Espagne, prennent le dessus sur Mercy, club régional, avant de se faire battre en dernier ressort par la sélection U17 masculine de l'Espagne. Ces différentes rencontres ont permis à Alain Djemfa de pouvoir rôder son effectif, déceler les failles et les corriger afin d'aborder la compétition dans un esprit serein. Le 10 juin prochain, pour leur premier match de la Coupe du Monde face au Canada, les Lions indomptables n'auront plus qu'à reproduire les gammes comme sur du papier à musique. Avant de refermer définitivement cette édition de l'information ce soir, nous vous rappelons les principaux titres. D'abord, cette réunion de sécurité présidée ce jeudi à Douala par le ministre en charge de l'administration territoriale Paul Latangandi en provenance du sud-ouest du Cameroun, où il a procédé à l'installation des membres du comité de coordination régionale du plan d'assistance humanitaire d'urgence. Le MINAT a rencontré les conducteurs de motocycles à titre onéreux et a invité ces derniers à se conformer au décret du Premier ministre portant organisation de leur secteur d'activité et à éviter toute manipulation
politique. Hors de nos frontières en France, la démission de Laurent Wauquiez de la présidence des Républicains et les défections qui s'enchaînent plongent le parti de Nicolas Sarkozy dans la crise pris en étau entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national. Et puis en sport, les Lions indomptables du Cameroun ont bouclé leur stage préparatoire. C'était en Espagne. Les pouliches d'Alain Djemfa ont rallié Montpellier en France ce jeudi. La première rencontre des Lions est prévue le 10 juin prochain. Vous avez eu le point des préparations de ces Lions dans cette édition de l'information. Merci de nous avoir suivis ce soir. Nos programmes sur la télévision du Monde se poursuivent. Au revoir.